demandé d'intervenir ce soir sur le monde de demain. Et il y a beaucoup de changements dans le monde dans lequel on vit, notamment avec les innovations, le digital, le numérique. Mais le monde du travail n'y échappe pas et on est complètement plongé avec Célia dans notre quotidien dans les bouleversements du monde du travail, puisque on représente un collectif de freelance et un mouvement qui est national, que l'on suit depuis les prémices et dont on voulait un petit peu prendre de la hauteur et avoir une prise de recul ce soir avec vous. Dans la salle, il y a des personnes qui sont freelance. Ok. Et qui ont envie d'être freelance. D'accord. Ok. Pour les autres, un salarié, étudiant, c'est ça. Moi, je slide. Alors. Du coup, pour me présenter, donc, je suis Laura Strelski, je suis la fondatrice de la Collab. Je me définis en 3 mots, entrepreneur, puisque je suis freelance et puis j'ai aussi d'autres aventures entrepreneuriales, digital addict et marketeur, puisque le marketing c'est ma formation et le digital, je suis tombée dedans au tout début de ma carrière professionnelle. Dans ma vie professionnelle de tous les jours, je conseille des clients sur leur stratégie marketing, communication, tout ce qui touche au digital, des techniques de growth hacking, etc. J'accompagne beaucoup de startups dans les incubateurs, principalement de la place toulousaine, donc sur divers secteurs d'activité. Moi, je me passionne pour lancer des projets de A à Z. Voilà. Mon rôle sur ces projets-là, c'est de la gestion de projet. Donc, je vais établir la stratégie en amont, puis je vais sélectionner les profils qui vont intervenir sur le projet, m'assurer de la fiabilité, du respect des plannings, des budgets, etc. Moi. Et donc moi je suis Célia, donc je suis la cofondatrice de la Collab associée à Laura. Je suis également communicante et webmarketeuse de métier. Et ce qui m'a motivée donc, du coup, à cofonder ce collectif d'indépendants, c'est plutôt l'envie d'exercer ce métier-là de la communication et du marketing autrement. Voilà, prendre un petit peu le contre-pied de l'agence traditionnelle et aller chercher un nouveau modèle de faire les missions qu'on fait au quotidien et une nouvelle façon d'accompagner nos clients qui serait à la fois plus porteuse de plus d'épanouissement pour tous les professionnels de ces métiers-là et à la fois du coup vecteur d'une meilleure efficacité dans nos projets. C'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien et puis on va vous expliquer un petit peu comment. Alors, du coup, je vais m'arrêter rapidement pour présenter la Collab parce qu'en fait, la Collab, c'est un petit peu l'illustration, un des exemples en fait, de notre thème de conférence. Donc, la Collab, en une phrase, c'est un collectif d'experts en marketing et communication spécialisés dans le digital. On va beaucoup parler de la dimension de collectif quand on est indépendant. C'est vraiment une tendance de fond et on voit qu'aujourd'hui, même si les gens ont envie d'être à leur compte, freelance, libre, de leurs décisions et de leur quotidien et de leurs projets, ils ont également envie et besoin de se retrouver dans un esprit d'équipe avec d'autres personnes. Et donc du coup, nous à la Collab, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Alors nous, dans notre secteur d'activité, sur notre domaine de compétences, donc le marketing et la communication. Donc la Collab s'apprête à fêter ses 3 ans le mois prochain. En termes de méthodologie, la Collab s'appuie sur 2 piliers qui sont l'agilité et la co-création, toujours dans l'esprit collectif, dans l'équipe, d'un côté équipe, on va travailler à plusieurs et on va s'adapter en permanence à la typologie du client, à la typologie du projet, à la typologie des profils qui sont là. Donc on a besoin d'une forte agilité. Donc nous, c'est un travail d'équipe entre d'un côté le porteur de projet, donc les clients, donc ça peut être un porteur de projet, un dirigeant, ça peut être plusieurs personnes aussi dans l'entreprise que l'on va accompagner. Ensuite, le profil co, donc c'est les profils chefs de projet qui vont justement s'assurer que tout le projet se passe bien de A à Z, du début à la fin. Il va se comporter un petit peu comme un copilote, avoir une vision sur le projet, permettre la prise de recul aussi.
Et ensuite, tous les experts du lab, donc ce qu'on appelle le lab, ce sont des freelances qui ont des compétences, des expertises assez pointues sur un domaine d'activité. Donc, dans notre secteur, c'est par exemple des développeurs web, des graphistes, des rédacteurs, des data scientists. Voilà. On a plusieurs métiers et ils vont venir intervenir sur les projets en fonction de leurs compétences et de leur expérience, par exemple, sectorielle. Donc, à la Collab, donc aujourd'hui, on est 28 experts du lab, donc c'est-à-dire des gens avec qui on travaille de façon très régulière sur les projets et qu'on sollicite en priorité parce que voilà, c'est des personnes qu'on connaît, avec qui on a une bonne relation de travail. Et ensuite, on a près de 70 freelances qui sont prêts à travailler avec nous. Ce sont des personnes qui nous intéressent, dont le profil est intéressant, mais on n'a pas réussi forcément encore à les positionner sur le projet idéal par rapport à leurs compétences, leur profil et aussi leur objectif de carrière à eux. Donc les métiers, qui sont divers et variés dans le digital et pas que. Il y a aussi des concepteurs, rédacteurs, des attachés de presse, des gens qui font de l'événementiel. Voilà, du coup, là, c'était la petite présentation de la collab et de nous-mêmes en intro. Voilà ce dont on va vous parler ce soir. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a à cœur de développer à la collab. Qu'est-ce que c'est être indépendant et pourquoi on aime ça? Ensuite, la volonté d'être indépendant mais pas solo et comment ça peut s'organiser à la collab ou ailleurs et pour vous en tant que freelance. Ce que ça implique aussi pour l'entreprise de manière générale et sur le monde du travail de manière générale. Vous allez voir que ce phénomène freelancing a beaucoup de conséquences et pas que pour les freelances. Et enfin, on verra comment sociétalement, plutôt à une échelle sociale, ça s'organise et comment on peut faire en sorte que ça soit un vrai sujet de société et que ça induise le changement qu'on peut attendre aussi quand on est indépendant. Donc je suis indépendant et j'aime ça. On voulait juste d'abord faire un focus sur ce mouvement auquel nous on participe tous les jours parce qu'on est indépendant, parce qu'on est un collectif d'indépendants. Il y a une étude qui fait foi un petit peu sur le freelancing. C'est l'étude qui a été menée par Upwork, la célèbre plateforme de mise en relation, et WeShare. Du coup, il y a 830 000 freelances en France en 2016. Et on est vraiment sur des courbes exponentielles, des croissances exponentielles, donc on attend un développement du freelancing. Et on se calque d'ailleurs sur le modèle américain, avec aux États-Unis une prévision qu'il y a plus de la moitié de la population qui sera indépendante, donc la population active on entend, puisqu'aux États-Unis c'est un pays qui a pris de l'avance sur ce mouvement-là, qui a aussi connu la crise différemment et qui a un autre système social, etc. Et notre code du travail. L'idée, en fait, il y a trois grands phénomènes sociaux qui viennent en fait contribuer au mouvement du freelancing. Il y a d'abord l'essor du digital dans les façons de travailler, l'essor du digital, des outils numériques et de toute la dimension collaborative que ça peut apporter, qui font que les salariés vont rechercher de nouvelles façons de collaborer. On dit plus travailler, on dit collaborer. On est sur vraiment de nouvelles attentes qui sont portées par le numérique. On a aussi un goût pour l'entrepreneuriat qui se développe en France. C'est aussi une tendance qui nous vient plutôt des États-Unis avec le mythe du self-made man. Et en France, c'est quelque chose qui traditionnellement est moins valorisé. On valorise le salariat ou l'entreprise paternelle, mais l'entrepreneuriat reprend ses lettres de noblesse. Et finalement, le freelancing est un moyen facile, entre guillemets, de faire de l'entrepreneuriat moins risqué. Et d'ailleurs, ça sous-tend la troisième tendance, c'est vraiment la simplification des démarches administratives avec le statut de l'auto-entrepreneur qui porte ce mouvement du freelancing en France. Et donc, je m'appuie toujours sur cette enquête. On s'intéresse bien évidemment aux motivations de tous ces indépendants. Et donc là, je m'appuie sur l'enquête, mais c'est vraiment, nous, des choses qu'on retrouve avec nos freelances à la collab. Et c'est des leviers que justement on travaille, puisque les sources de satisfaction, on va essayer d'en faire des forces pour le freelancing. Donc, la plus grande motivation des freelances, à 88%, c'est ce besoin d'indépendance, cette liberté qu'on recherche,
par rapport à des contraintes avec un salariat classique. Dans les motivations à devenir freelance, on a aussi donc l'envie de tester l'entrepreneuriat, je viens d'en parler. Parfois c'est de l'opportunisme aussi, et je pense que si vous discutez avec des freelances de comment ils en sont arrivés là, on peut faire un petit focus sur nos histoires personnelles, mais il y a souvent un client qui déclenche le passage à l'acte, et je vois des approbations dans la salle. Donc voilà, c'est en tout cas dans 34% des cas en général. Et il y a aussi, dans quelques cas, l'envie de gagner plus d'argent. Et en fait, on a quand même cette idée qu'être indépendant peut permettre de rémunérer plus, si ça marche en tout cas. Et pour les avantages, donc 52% des freelances disent que c'est d'organiser leur emploi du temps. On rejoint cette idée de liberté par rapport à un salariat traditionnel. Choisir ses clients, ses projets. Choisir son lieu de travail aussi, puisqu'il y a la majorité des freelances qui travaillent à 3,5 jours chez eux. J'essaie de me pousser pour que vous voyez les chiffres. Du coup, c'est vraiment, on va dire quand même, la motivation première, cette quête d'un nouveau sens au travail, en tout cas d'une liberté au travail. Ça rejoint ce mouvement qu'on connaît et dont on parle souvent de la génération slasher. Et c'est aussi l'histoire du freelancing là plutôt aux États-Unis pour le coup. La génération slasher, c'est ces personnes qui ont un emploi salarié plutôt alimentaire et qui ont envie à côté de vivre de leur passion ou de commencer à vivre ou d'exercer leur passion en tout cas, et se lancent dans le freelancing pour une activité complémentaire. Et là, on parle en France de plus de 3 millions de personnes qui seraient slashers, donc qui sont encore dans la catégorie salariée mais qui ont une activité indépendante. Voilà, parce que c'est leur passion. Et donc, associé donc, à ce grand mouvement que je viens de vous décrire, on a aussi un marché du travail un petit peu parallèle, le marché du freelancing, qui s'organise. Et on a notamment deux grands acteurs sur ce marché-là. C'est donc les plateformes de mise en relation entre les freelances et les entreprises, j'entends. Donc, vous voyez ici des logos de Malte, qui est le nouveau nom de Upwork, qui est, on va dire, peut-être le leader sur ce marché de la plateforme de mise en relation. Et puis d'autres plateformes qui gravitent autour, Coder, Viadeo Freelance, freelance.com, Crème de la Crème, qui était sur du freelancing étudiant, XXE et YOS, qui est la plateforme lancée par Adecco, peut-être la plus récente. Donc la caractéristique de ces plateformes, c'est qu'elles sont plutôt des intermédiaires finalement. C'est-à-dire qu'on laisse un petit peu le marché s'autoréguler entre les demandes et les offres de mission que peuvent avoir les entreprises et les politiques tarifaires que peuvent fixer les indépendants ou les demandes que peuvent avoir les indépendants. Oui. Et justement, ces plateformes n'ont pas tendance à tirer les prix vers le bas. En fait, il y a plus de concurrence et forcément les prix sont tous affichés. C'est comme au supermarché, comme au rayon boucherie. Ouais, mais du coup, c'est bien pour ça que j'emploie c'est exactement les mots de désintermédiation et de logique de marché. Ouais. Évidemment, nous, on est dans l'autre catégorie. On a une lecture assez critique de ce modèle-là. Du coup, il y a des gens qui vont aller mettre des prix très bas et du coup, ça va casser le marché, mais je trouve que ça casse aussi l'image de marque du freelance parce qu'il y a une compétence à mettre en avant et si le prix est cassé, faut gagner sa croûte quoi. Et puis il faut je peux me permettre, au bout d'un moment, ça va être aussi la qualité de ta prestation qui va faire en sorte que tu vas pérenniser ton activité. Alors c'est peut-être complètement général ce que je donne. Non mais là je suis complètement d'accord, mais ces plateformes là. Et après il y a un autre effet qui va à un moment donné se créer, c'est que quand tu vas demander un prix pour une presta, si tu te brades, automatiquement le client va devenir méfiant de ta qualité. Oui c'est sûr. Et il faut surtout pas hésiter à aller taper haut. Même si ton client il va te demander 50% de ta somme, mais au moins à un moment donné tu auras eu le courage entre guillemets de demander une somme qui lui a paru tellement élevée que tu es hors d'atteinte pour lui. Mais pas seulement d'un point de vue de la rémunération, mais aussi d'un point de vue qualitatif. C'est ce qui va se générer. Et donc quand il y a des plateformes comme ça, moi j'ai pris les liens en toute transparence, je vais prendre les liens, ce soir je vais m'inscrire. Ce soir non, mais demain. Parce que pour voir déjà aussi le marché, donc, moi j'ai 50% toujours entre les deux, hein, je suis toujours le cul entre deux chaises quand je donne un avis.
Et donc ce que je disais, c'est que ça te permet aussi de voir un petit peu ce que toi tu peux valoir par rapport à un marché qui est complètement sans intermédiaire. Et de l'autre côté, ce que tu dis, est-ce que ça tire les prix vers le bas, ça va être complètement dépendant de ton activité. Si tu es slasher, de toute façon tu fais pas ça pour gagner ta croûte, tu fais ça par passion. Si tu couds des selles de cheval, et qu'à côté tu travailles dans l'usine, voilà, tu vas pas vivre de ta couture. Je le souhaite, mais forcément. Et après, ça dépend de ce que tu fais en freelance, toujours pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même encore un marché qui est très mouvant. Et au niveau même de cette partie gauche, il y a beaucoup d'acteurs qui se créent, qui vont sûrement disparaître. C'est pas du tout un marché stabilisé. Et en tout cas, vis-à-vis du mouvement du freelancing, ce qui est sûr, c'est que c'est à chacun de le porter, à chacun aussi de réfléchir à ses pratiques. Effectivement, sur ces plateformes-là, il peut y avoir des juniors, il peut y avoir des seniors, des gens qui ont des pratiques différentes. Voilà. Après, on va y revenir, mais il y a des mouvements qui s'organisent autrement aussi sur le freelancing. Et voilà, peut-être pour parer ce phénomène-là, on peut s'organiser autrement aussi. Et donc, sur la partie de droite, plutôt des modèles agences de talent qui vont être un petit peu plus dans l'accompagnement du freelancing et donc un peu moins dans cette logique de marché pur avec une autorégulation de l'offre et de la demande de mission de freelance. C'est aussi un accompagnement des clients vers le freelancing, parce qu'il y a aussi un travail d'éducation du client à faire appel à des talents extérieurs et à comprendre pourquoi un taux journalier à tel prix et pas un autre aussi. C'est aussi éduquer aussi les entreprises à ce modèle-là. Donc là, il y en a de plus en plus. On en a cité une autre qui est aussi toulousaine, Poro. Je ne sais pas si vous connaissez, Digital Village qui est partout en France et à Toulouse aussi. Et Comet qui est plutôt parisien. Et pour le coup, bon, c'est pareil, un marché mouvant avec de multiples acteurs quand même, mais c'est un peu moins exploité. Et après, même dans ce marché-là d'agence de talent, il y a les gens qui vont réellement faire du positionnement, donc on va dire de l'achat et vente de profils. Et par exemple, sur Digital Village ou la Collab, chez nous par exemple, il y a toujours le chef de projet et lui-même freelance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis toujours freelance et si je ne vais pas chercher des clients et si je ne vends pas mon taux journalier en tant que chef de projet, bah, demain je ne vais pas vivre. C'est la même chose pour Célia, etc. Donc nous, dans ce modèle comme Digital Village ou la Collab, c'est que nous-mêmes on est indépendants, sauf que le rôle du chef de projet est un peu plus large. On n'est pas juste là pour intermédier une relation, c'est-à-dire qu'on joue un rôle dans le projet et qu'on le suit de A à Z. Du coup, j'ai fait un petit checklist de pourquoi on a envie ou on est indépendant et pourquoi finalement on n'est pas solo. En fait, pour résumer un petit peu cette situation, moi je me revois quand je me suis lancée à mon compte, il y a 4 ans. Je vivais à Barcelone à l'époque en colocation avec mon copain et un coloc. Et me lever tous les matins à 8h du mat en peignoir et pyjama, à prendre mon café devant mon ordi dans un appart sans fenêtre pour commencer à gérer mes premières missions de clients. Alors, bien sûr, j'avais un client qui avait déclenché le fait que je m'installe en freelance, mais c'était cool. Mon client était à Grenoble, moi j'étais à Barcelone. Je me lançais dans l'aventure, je me levais à l'heure que je voulais, j'organisais ma vie comme je voulais. Mais quand même si y avait plein d'avantages, je me retrouvais quand même parfois un petit peu seule. Et mon expérience précédente, qui était responsable marketing chez l'annonceur, où j'adorais le matin arriver, servir le café à tout le monde, papoter pendant une demi-heure pour savoir si tout le monde était en forme, quels étaient les objectifs de la journée, ce que j'allais pouvoir mettre dans la prochaine newsletter et afficher en grand sur le site internet. Cette relation humaine, c'est vrai que quand je me suis lancée à mon compte, moi ça m'a profondément manqué. Et puis aussi d'accompagner un client, d'être seul face à ses idées. Au bout de quelques mois, au début très bien, on se lance, ça va. Mais au bout de quelques mois, j'ai l'impression un peu de tourner en rond, de ne plus pouvoir échanger. Moi je suis une personne très curieuse et j'aime beaucoup débattre. Donc c'est vrai que je me sentais un petit peu seule face à moi-même et le reflet de mon propre miroir. Et du coup,
C'est vrai que le profil de l'indépendant, c'est quelqu'un qui aime quand même travailler, hein, qui a envie de se donner dans son boulot, qui fait un boulot qu'il aime, hein, qui le fait avec passion, sinon il ne le fait pas. En général, c'est pas alimentaire. D'ailleurs, si c'est un boulot alimentaire et qu'on le choisit par défaut, j'ai envie de dire, parce qu'on ne trouve pas un boulot, généralement, c'est pas quelqu'un qui va rester sur le marché du freelancing très longtemps. Il ne va pas faire une carrière en tant que freelance. Un indépendant, c'est aussi une personne qui a très envie d'être challengée, qui n'a pas peur d'être comparée, justement, à la concurrence et qui est ambitieux. Et ça, il faut quand même l'avoir en soi. Des gens qui ont besoin de se sentir libres, bien sûr. Envie aussi de gagner sa vie à sa vraie valeur par rapport à ses vraies compétences, de ne pas faire des projets ou des missions qui correspondent à peu près à ce qu'on voulait faire. C'est vrai que d'être en freelance, parfois on a le luxe de choisir vraiment qui on a envie d'accompagner et sur quel type de mission on a envie d'aller. Et ne se reconnaît plus aussi dans le marché du travail actuel comme on le connaît. Et pas solo, c'est un petit peu, j'ai mis des exemples qui reflètent mon propre expérience, mais c'est aimer boire le café le matin avec d'autres personnes parce que ça fait du bien de discuter. C'est aussi être super content quand son collègue du collectif a rapporté une affaire et il a gentiment pensé à nous pour la partie graphisme du projet et du coup on n'a pas d'effort de prospection à faire. C'est aussi quand on a des doutes ou qu'on ne se sent pas bien, pouvoir se retrouver avec des gens qui vivent la même expérience que nous. Parce que c'est vrai que les amis ne sont pas forcément entrepreneurs et freelance. Et quand on se lance dans une telle aventure, ça fait du bien de parler à des gens qui sont dans la même posture que nous. Donc, pourquoi rejoindre un collectif? Pour toutes les raisons que je viens de citer, être accompagné sur des compétences en dehors de son champ d'intervention habituel, notamment être conseillé sur les CGV quand on a un conflit avec un client, comment faire élaborer les modalités de paiement sur un gros projet. Il y a plein de questions qu'on se pose quand on est freelance parce qu'on ne touche pas seulement son domaine de prédilection et on est obligé de toucher à d'autres sujets. Et du coup, là, on est content de pouvoir s'entraider avec d'autres personnes. Bénéficier de la trappe commerciale du groupe parce que c'est plus seulement vous qui prenez votre courage à deux mains pour décrocher le téléphone ou aller networker. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs à networker et à ramener des projets, donc ça vous bénéficie à vous. Travailler en équipe, c'est pour ceux qui aiment le travail en équipe, parce qu'on peut être freelance et aimer le travail en équipe, ça peut marcher ensemble. Créer des liens professionnels forts, c'est pas seulement rentrer dans un collectif, c'est pas seulement faire du réseau, d'aller à un réseau en tant que tel, mais c'est vraiment se soutenir et créer des liens professionnels qui vont un peu plus loin que la simple rencontre. On connaît les gens avec qui on travaille régulièrement, qu'on rencontre régulièrement, on peut plus facilement les recommander et on crée un vrai esprit de groupe. Ne plus se sentir seul, partager des valeurs, obtenir du soutien, des retours d'expérience, faire valoir un statut de freelance, donc ça c'est ce qu'on va parler beaucoup après, et accélérer la carrière, parce que pour moi un freelance, il a une vraie carrière professionnelle. C'est pas juste fait pour le mode salariat. Un freelance, c'est une carrière professionnelle et vous pouvez évoluer en tant que freelance au travers de vos projets et de vos objectifs. Donc nous par exemple, dans le lab il y a on va dire deux collectifs. Il y a le collectif des chefs de projet qui s'entraide plus sur la partie commerciale, stratégique, gestion de projet, comment on fait pour que tout se passe bien et que le client soit le plus heureux du monde. Grosso modo c'est ça notre défi tous les jours. Nous on a, là pour l'instant on est trois, on a un quatrième qui arrive au mois d'avril et un cinquième au mois de juin. En voie de développement. La partie lab, donc ça c'est le collectif. Comment, les avantages, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de rejoindre un collectif. C'est nous, au travers de la collab, on donne la visibilité à nos freelances, ils sont sur le site internet, on les fait intervenir sur les réseaux sociaux, on les fait même intervenir parfois avec nous en conférence
quand on va dans les incubateurs, par exemple, on doit parler du branding, on va intervenir avec nos directeurs artistiques ou graphistes du groupe, des réseaux, des événements qu'on organise en interne, des groupes Facebook. On a des ressources mises à disposition que tout le monde alimente, c'est un Google Drive, que tout le monde met ses infos, ses images libres de droit, ses vidéos libres de droit. Voilà, c'est le partage. Et ensuite, sur la partie sur les contrats, bien sûr, c'est une priorité sur les missions. Quand on sait que ça marche bien avec quelqu'un et qu'on s'entend bien et qu'on sait travailler avec, on n'a pas trop de raison d'aller chercher ailleurs. Tant qu'il a de la possibilité à prendre de nouvelles missions, il les prend. Et donc du coup, on a aussi le Néolab. Le Néolab, c'est en fait avec Céline, on enseigne beaucoup dans des écoles auprès des jeunes. On prend aussi des personnes en stage. Et c'est vrai que on leur donne un petit peu le virus qu'on a. Et on a souvent des personnes qui souhaitent se lancer en freelance. Et en fait, l'école aujourd'hui, l'école, le monde professionnel ne nous apprend pas à devenir freelance, elle ne nous prépare pas réellement à l'être. Et du coup, l'idée, c'est, en toute humilité, on ne fait pas une école de freelance, c'est juste d'accompagner au quotidien, au lancement d'une activité, pour les aider à prendre des bonnes décisions, à défendre leur budget, à trouver leurs premiers clients, etc. Et donc on a fait une première session qui a commencé en octobre avec 4 personnes. On a une nouvelle session qui va démarrer en avril. Le recrutement est déjà clos. Il y a 2 personnes qui prolongent, donc Sarah qui est en chef de projet FutureCo et Guillaume, le data scientist. Les 2 autres seront remplacés par de nouveaux profils. C'est une période d'incubation de 6 mois, renouvelable une fois. Donc prochaine session en octobre. L'idée, c'est aujourd'hui, quand on disait que le freelance, ça ne touchait pas uniquement les personnes qui décident d'être freelance, ça bouleverse quand même les codes et le monde du travail. Aujourd'hui, on parle de 2 notions d'entrepreneuriat qui mènent souvent jusqu'à ce que votre ancien employeur devienne votre premier client. C'est-à-dire que même les entreprises poussent certaines de leurs salariés à se lancer à leur activité en leur disant nous on te soutient, on sera ton premier client et on externalisera la prestation que tu avais en salariat pour que tu démarres ton activité. Et ensuite le côté entreprise étendue, c'est qu'aujourd'hui on est finalement, les freelances sont parfois en régie, elles sont très présentes dans l'entreprise, elles interagissent énormément avec les autres personnes de l'entreprise et les autres équipes de travail. Et finalement, on se retrouve, même sur des postes de manager salarié en interne d'une entreprise, à gérer des gens extérieurs et à devoir faire quand même transpirer, on va dire, les valeurs de la société à des gens qui n'ont pas de contrat de travail CDI fixe Du coup, ce sujet, il y a une étude qui est parue hier, donc qui est d'actualité, donc toujours par Upwork, cette plateforme leader, qui a lancé le concept, donc une étude sur ces entreprises du CAC 40 qui travaillent déjà avec les freelancing, qui sont freelance friendly. Et dans cette étude est ressorti le concept de freelance pollinisateur. Et donc en fait, le freelance serait une petite abeille qui va d'entreprise en entreprise et qui va donc du coup transposer des méthodes de travail d'entreprise en entreprise. Et ça montre bien que ce phénomène du freelancing, il ne concerne pas que les freelances, mais il concerne bien tout le monde du travail. Il va impliquer tous les salariés et toutes les entreprises par ce phénomène de la pollinisation. Et du coup, c'est cette étude-là qui a montré que les entreprises étaient très intéressées par le freelancing pour ces raisons-là. Qu'on ne pouvait pas faire le pas, même si tout le monde n'est pas freelance, c'est un vrai phénomène sociétal sur lequel il faut se pencher avec urgence. Les avantages aussi pour les entreprises d'être freelance, il y en a plusieurs, on en a listé quelques-uns. Nous, c'est notre discours qu'on a tous les jours auprès de nos clients qui peuvent servir en personnes qui sont freelance ici. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, grâce au freelancing et l'externalisation de certaines compétences, ça permet à des entreprises qui n'auraient pas forcément eu les moyens ou de toucher des profils qui se sont difficilement atteignables en salariat. On va pouvoir les toucher mieux en freelancing, c'est-à-dire des profils
profils un peu particuliers, pointus, ou alors le côté freelancing, ça a aussi une flexibilité en termes de temps, de salaire, de rémunération, qui permet par exemple à une PME de pouvoir se payer pendant 2 mois la personne idéale pour lancer un projet qu'elle n'aurait jamais pu embaucher, peut-être dans le cadre d'un CDD ou parce que la personne n'aurait pas voulu d'un CDD mais d'un CDI, etc. Donc c'est vraiment des opportunités pour les entreprises et je pense qu'elles sont de plus en plus nombreuses à le comprendre. Et puis après, il y a plein de choses, rester flexible, gagner du temps, avoir de nouvelles idées. Hein. Un freelance, c'est quelqu'un, c'est un regard nouveau sur son business, donc c'est vrai que voilà, ça rapporte beaucoup à l'entreprise et notamment à un dirigeant qui a parfois un peu le nez dans le guidon. Ne pas payer les honoraires d'une agence de communication, puisqu'on paye pour la prestation qu'on demande, au temps passé, etc. On arrive bien à un peu mieux aborder en fait où on va. C'est de l'aide à la décision, c'est utiliser les bonnes compétences au bon moment avec la bonne personne et au bon endroit, grosso modo. C'est adaptation parfaite au marché. Voilà. Et puis entre entrepreneurs, on se comprend. Finalement, quand même, le dernier point n'est pas des moindres, c'est que quand vous êtes freelance, vous avez tout autant d'intérêt que votre client que le projet se passe bien et aboutisse et ça, c'est quand même différent. Et dans les relations même humaines, nous, on essaye vraiment de faire passer ça à nos clients, c'est qu'on est des freelances, donc on n'est pas forcément dans une relation de sous-traitance pure. Voilà, on est tous les deux entrepreneurs et on va travailler ensemble sur un projet qu'on va réussir ensemble. Donc vous l'avez compris, on est assez pro-freelancing on a bien vu tous les avantages et les mérites. Mais le freelancing, pas à n'importe quel prix. Et c'est un peu sur ce point-là qu'on voulait insister pour conclure cette présentation. Dans les études, les freelances disent qu'ils sont heureux. Ils montrent aussi qu'ils travaillent quand même en termes d'horaire plus que la moyenne, avec moins de stress. Et surtout, slide suivante, et surtout, 97% des freelances estiment qu'ils ne sont pas pris en considération dans le débat économique et politique. On sait qu'il y a encore un statut qui est en construction et le Code du travail ne prend absolument pas en compte aujourd'hui le freelancing et on n'a bien sûr pas les mêmes droits que les salariés. Du coup, c'est aussi l'intérêt d'agir en collectif et une vocation qu'on a, nous, à la Collab, de porter ces thématiques-là d'un mouvement de freelance et aussi de le porter en région toulousaine, puisqu'on est à Toulouse, parce qu'on va le voir, c'est un mouvement qui s'organise un petit peu. Pour l'instant, ça reste assez parisien, tout comme le freelancing est aussi plutôt parisien. Je n'ai pas passé le détail tout à l'heure, mais on avait vu qu'il y a plus de freelance à Paris. Donc les sujets les sujets d'inquiétude qui sont cités par les freelances, la protection sociale principalement, je pense qu'on est tous d'accord. Du coup, le passage du RSI, cette dichotomie entre le RSI ou le régime général, quand on était salarié, quand on devient freelance ou l'inverse, pourquoi on n'a pas les mêmes droits, etc. Un autre sujet assez important, c'est l'accès au prêt bancaire. Et après, il y a la question du déplafonnement du statut de l'auto-entrepreneur, ou alors, est-ce qu'on peut conserver quand même cette légèreté entre guillemets administrative et avancer quand même notamment en chiffre d'affaires. C'est les 4 sujets principaux dans lesquels on se retrouve totalement. Donc il y a 2 formes de mobilisation principales. Il y en a une qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle le syndicalisme de service. Donc, ne pensiez pas, je pense qu'on avait parlé de syndicat à une conférence sur le freelancing, parce que c'est quelque chose de typiquement salarié. Mais en tout cas, aux États-Unis, ils sont un petit peu plus avancés. Et ils ont déjà un syndicat d'indépendants qui s'appelle la Freelancers Union et qui représente les indépendants sur des grandes batailles juridiques en politique. Et il y a eu notamment une victoire en 2017 avec l'obligation pour les entreprises d'annoncer un délai de paiement quand elles prennent des freelances en mission. C'était quelque chose qui se faisait pas aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça existe. En fait, la tendance, contrairement à des... Donc ça, c'est les déclinaisons françaises, c'est des mouvements qui sont vraiment balbutiants. En fait, l'idée, c'est qu'on va plus du tout être
pour en tout cas la thématique freelance, on ne va plus du tout être dans un syndicalisme traditionnel voilà, qui a un petit peu perdu ses lettres de noblesse, mais c'est vraiment par l'offre de services et l'accompagnement du coup de ces entrepreneurs en leur proposant des services de sécurité sociale, des services bancaires, des services d'assurance, etc., que les syndicats auraient un rôle à jouer voilà, en étant voilà, ces faiseurs de liens et ces négociateurs de services globaux pour les freelances. C'est une possibilité. Il y en a aussi une autre qui se développe. Ah voilà, pardon. Ça c'est donc du coup sur cette thématique de service, syndicat ou start-up. Donc il y a vraiment un créneau aussi sur cette thématique-là des services aux freelance avec beaucoup de start-up qui se développent et qui participent à ce mouvement de reconnaissance du mouvement freelance et en tout cas de reconnaissance d'un statut pour les freelance. Donc on a toute la partie banque et comptabilité avec les deux leaders. Alors c'est une liste non exhaustive. Voilà, on n'a pas la prétention d'avoir étudié tout le marché, mais en tout cas c'est les leaders qu'on a vus se positionner sur des thématiques fortes sociales pour le freelancing. Voilà, c'est pour ça qu'on les cite. Et on est co-signataire d'un certain nombre d'actions avec eux. C'est pour ça qu'on se permet de les citer, mais il y en a peut-être d'autres. Voilà. Donc Conto, Shine sur la partie banque compta. Vous avez aussi des services qui se positionnent sur la partie formation avec Live Mentor. La partie sécurité sociale avec WeMind qui a vocation à proposer une sécurité sociale. Et après, vous avez des acteurs qui travaillent plutôt le coworking, le réseau et qui ponctuellement se positionnent sur les autres cases aussi. On cite WeShare, la mutinerie et Soto, voilà, qu'on apprécie particulièrement. Et donc ces acteurs-là, de l'offre de services aux freelance, qui ont vocation finalement à réunir les freelance et à porter peut-être un mouvement freelance, lancent des initiatives numériques pour la reconnaissance du freelancing et la création d'un statut de freelance auquel la collab s'associe, donc c'est pour ça qu'on est particulièrement. Donc vous avez peut-être vu passer cette étude du chômage pour les indépendants, puisque c'est un sujet qui est en discussion au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Et l'idée c'est de donner en tout cas l'occasion aux freelance de s'exprimer et de pouvoir exprimer à un moment une voix commune. Donc c'est à ça que servent ces initiatives numériques. Donc cette enquête-là, et la deuxième que vous voulez vous citer, c'est Freeland qui l'a menée et qui propose aux freelance de prendre une place à l'Assemblée nationale, en tout cas de poster un message qui représenterait la place qu'ils peuvent prendre. Donc vous avez sur la plateforme Freeland des débats lancés par les freelance, comme s'ils étaient députés et qui voulaient porter leur thématique à l'Assemblée nationale. Et donc c'est ces initiatives-là qu'on trouve particulièrement intéressantes et qu'on souhaite porter en tant que collectif, parce que le freelancing c'est bien, à condition que voilà, on ait tous ensemble un bon statut et que voilà, on soit tous épanouis dans nos métiers et nos emplois. C'est deux phrases qu'on a piquées à Soto, qui est un blog qui est assez sympa. On a pris 2 sur les 10 qu'ils ont sélectionnés, elles sont tout aussi bien les unes que les autres. Donc aujourd'hui, vous soyez encore étudiant, vous soyez déjà freelance, que vous vous demandez si un jour vous le serez. Il y a plein d'avenir en tout cas. L'idée c'est de se lancer en freelance vraiment avec passion, détermination. Et puis notre conseil c'est de ne rester pas seul. Ensemble on va plus loin. Voilà.